Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez-le sur les réseaux sociaux, mettez une note, une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook ou Twitter. Productivio est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. À partir d'1 € par mois, c'est possible et je vous en remercie par avance. En parlant de Tipeee, je voulais remercier mes 3 nouveaux tipeurs qui sont, alors je n'ai que petite abréviation, alors Prisminux, merci à toi, et Coach Your Brain. Merci à vous deux donc pour avoir récemment rejoint la communauté de Productivio et me soutenir tous les mois via le Tipeee. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier livre de Cal Newport, Digital Minimalism, le minimalisme digital ou numérique. Le livre vient de sortir aux États-Unis, il n'est donc pas encore traduit en français. Je l'ai donc lu en anglais, comme d'habitude je vous ai fait mes petites traductions maison. Et comme il n'existe pour le moment qu'une seule édition, j'ai aussi ajouté dans les notes les numéros de page, comme ça ceux qui veulent acheter le livre et retrouver rapidement les mentions que j'y fais, ce sera plus facile. Une petite note spéciale pour les lecteurs et auditeurs qui me soutiennent via Tipeee. Je vous conseille de vous rendre sur la plateforme Tipeee où un article et un podcast spécial tipeur sont à votre disposition. C'est un résumé beaucoup plus détaillé du livre de Cal Newport que celui que vous allez écouter aujourd'hui, ainsi qu'un article aussi beaucoup plus détaillé. Et si vous décidez de me soutenir via Tipeee à compter d'aujourd'hui, bien évidemment, vous aurez immédiatement accès à la version étendue de ce podcast. Commençons. Donc le précédent livre de Cal Newport, professeur en informatique de Georgetown, était le best-seller Deep Work dont nous avons parlé le mois dernier. Il a exploré l'idée d'un travail concentré et ininterrompu comme antidote à l'affluence électronique dans les journées de travail de la plupart des gens. Après sa publication, Newport a commencé à entendre des lecteurs frustrés par le fait que la technologie affectait également leur vie personnelle. Ces plaintes ont conduit Newport à proposer quelque chose d'audacieux et de contre-culturel, le minimalisme numérique. À l'origine, Facebook ou l'iPhone n'étaient pas imaginés comme pouvant devenir aussi importants dans nos vies qu'ils le sont actuellement. Steve Jobs a présenté surtout la fonctionnalité du téléphone avant de parler brièvement de la connexion Internet de son premier iPhone ou des SMS, ainsi que de l'avantage d'avoir sa musique dans le même appareil. Personne n'avait prévu que 15 ans plus tard, un utilisateur moyen de réseaux sociaux y passerait 2 heures par jour, ou bien que nous consulterions notre smartphone en moyenne 85 fois par jour. C'était inattendu et non planifié. Comme le dit Cal Newport, nous avons ajouté les nouvelles technologies à la périphérie de notre expérience pour les raisons mineures. Et soudain, nous nous sommes réveillés un matin découvrant qu'ils avaient colonisé la plus grande partie de notre vie. Quelles que soient les explications que nous nous trouvons pour justifier notre utilisation intensive de ces outils, il n'en est pas moins qu'ils dictent notre comportement, nos ressentis et d'une certaine façon, nous forcent à les utiliser plus qu'il ne semble sain et souvent aux dépens d'activités que nous trouvons plus valables. Nous avons un sentiment d'inconfort devant la perte de contrôle de nos vies quand nous nous rendons compte que nous sommes sur notre smartphone pendant que bébé prend son bain ou que nous sommes incapables de profiter pleinement d'un bon moment sans immédiatement en faire part à une audience virtuelle. La tentation ne touche pas que les gens faibles ou sans préoccupation. Non, tout le monde y passe. Et pas par faiblesse, mais parce que des millions de dollars ont été dépensés pour que leur utilisation soit inévitable. Un éminent journaliste américain appelé Bill Maher a déclaré en 2017 « Les grands des réseaux sociaux doivent arrêter de prétendre qu'ils sont des dieux amicaux créant un monde meilleur. Ils doivent admettre qu'ils sont juste des producteurs de tabac en t-shirt vendant un produit addictif à nos enfants. Parce que, soyons honnêtes, vérifiez vos likes, c'est la nouvelle cigarette. » Il dit encore « Philip Morris voulait seulement vos poumons, l'Apple Store veut votre âme. »
En 2013, un chercheur en psychologie du nom de Adam Alter a commencé à s'intéresser aux effets de nos écrans sur nous, après avoir passé un vol de 6 heures à jouer à 2048 au lieu de travailler comme il l'avait prévu. Et ses recherches l'ont amené à travailler sur les addictions. Jusque-là, le terme ne s'appliquait qu'à l'alcool ou à la drogue. La définition de l'addiction, maladie dans laquelle une personne s'adonne à une substance ou une attitude pour lequel l'effet gratifiant est suffisamment conséquent pour entraîner la répétition du comportement, et ce, malgré des conséquences néfastes. De nombreuses recherches ont conclu que l'addiction pouvait aussi s'appliquer aux jeux et à l'utilisation d'Internet. C'est ce qui explique aussi l'urgence que certains ressentent à répondre le plus rapidement possible aux messages ou à ne pas arrêter leur fil Snapchat, c'est la peur de faire un faux pas social. Même la fonction de taguer un ami sur une photo qui lui envoie une notification permet à cet ami de croire que vous pensez à lui et de se sentir mieux. Il en ressort que notre utilisation compulsive n'est pas le résultat d'une faiblesse de caractère, mais plutôt de business plans bien huilés. Comme le dit Cal Newport, nous nous sommes engagés dans une course aux armements déséquilibrés dans laquelle les technologies qui empiètent sur notre autonomie s'attaquent de plus en plus précisément à la vulnérabilité profonde de notre cerveau, alors que nous croyons naïvement que nous ne faisions que jouer avec des cadeaux amusants transmis par des dieux ringards. Une des stratégies pour combattre ce phénomène peut être le minimalisme digital. Malgré les articles qui se succèdent pour nous donner des trucs et astuces pour regagner le contrôle de notre vie, l'auteur dit « Mon expérience de ce genre de sujet m'a montré qu'il est difficile de réformer de façon permanente notre vie digitale avec uniquement des trucs et astuces. Il est nécessaire de reconsidérer notre rapport aux technologies en repartant de zéro. » De là, l'introduction du minimalisme digital dont la définition est une philosophie de l'utilisation de la technologie dans laquelle vous concentrez votre temps en ligne sur des activités soigneusement sélectionnées et optimisées qui supportent les choses que vous valorisez et alors vous oubliez tout le reste joyeusement. La technique est donc de partir des choses auxquelles nous attachons une grande importance, notre essentiel, nos projets majeurs, et de voir si nos outils technologiques, un par un, supportent nos projets et la vie que nous souhaitons avoir et mener. Ainsi, les outils viennent en support et pas en maître de nos vies. C'est un peu comme l'argent, un bon esclave, mais un mauvais maître. Cette philosophie s'oppose à celle des maximalistes qui adoptent un outil en partant du principe qu'il pourrait leur apporter quelque chose et qu'ils risquent de rater quelque chose. L'auteur donne 3 principes pour conforter son idée de mettre en place une philosophie de minimalisme digital. Principe 1, l'encombrement digital coûte cher. Et pour faire sa démonstration, il s'appuie sur les travaux et écrits de Henry David Thoreau, et notamment sur son livre Walden, pour corroborer ses dires. Outre l'expérience de vivre seul dans les bois et les bienfaits qu'il en a retirés, Thoreau a surtout créé un nouveau principe économique qui est souvent mis de côté, mais qui mérite que nous nous y attardions un peu. Thoreau a passé beaucoup de temps à estimer avec une très grande précision combien lui coûtait la vie qu'il menait dans les bois. Vu la vie très simple qu'il menait, on peut dire que c'était son minimum vital. Et face à ce coût, il a calculé combien de temps de sa vie il devait consacrer à un travail rémunéré pour lui permettre de couvrir les frais de son mode de vie. Son unité de mesure est devenue les heures de vie. Il a écrit un nouvel axiome économique. Le coût d'une chose est le montant de ce que j'appelle vie, qu'il est nécessaire de donner en échange immédiatement ou à long terme. Une fois que le temps de notre vie alloué au travail couvre nos besoins de base pour vivre correctement, tout ce que nous achetons en plus de ce qui est strictement nécessaire est payé au sacrifice de notre temps de vie. Temps de vie que nous pourrions utiliser pour faire des choses plus intéressantes pour nous-mêmes. Mais ce principe est également vrai pour le temps que nous sacrifions sur les réseaux sociaux ou à surfer sans réel but sur le net. Il est certain que les réseaux peuvent nous apporter un peu de valeur. Cependant, passer des heures sur Facebook pour prendre les nouvelles de 3 ou 4 amis proches serait peut-être plus rentable en termes de consommation de temps si nous passions directement un coup de fil à ces mêmes amis ou les invitions chez nous. Et plus nous avons de profils à entretenir, plus nous passons de temps sur les réseaux et plus nous sacrifions notre temps de vie à des choses dont le retour sur investissement est très faible. C'est pourquoi l'encombrement, qu'il soit digital ou non, coûte cher. Le principe 2. La loi des rendements décroissants. Cette loi explique, pour faire court et simple, que dans un contexte où l'on cherche à améliorer le rendement d'une chose, à un certain moment, les efforts supplémentaires déployés ne rapportent plus autant que les premiers efforts fournis, et même après un certain point, ils deviennent contre-productifs. L'auteur applique ce principe à une quête d'optimisation que nous pourrions utiliser pour expliquer notre addiction aux nouvelles technologies, et notamment sur la quantité d'énergie que nous sommes prêts à déployer pour y parvenir.
Dans son étude, l'auteur a remarqué que les personnes qui étaient intentionnelles dans leur utilisation des outils digitaux passaient très peu de temps pour arriver à l'optimisation recherchée et ensuite stoppaient leurs efforts qui, de par cette loi des rendements décroissants, seraient vains ou presque. De tels utilisateurs ont alors une utilisation optimale pour leurs attentes et passent ainsi un minimum de temps sur leurs appareils. Principe numéro 3. Les leçons des hackers Amish. Cal Newport a passé une partie de son étude dans les communautés Amish. Ces communautés, basiquement, refusent toute technologie qui ont été inventées après leur arrivée aux États-Unis au milieu du XVIIIe siècle. Mais en passant du temps avec eux, il a remarqué qu'en fait, ces communautés passaient du temps à évaluer toutes les nouveautés. Une personne est même dédiée à cela dans chaque communauté et est en charge de définir si les bénéfices de ces technologies ou machines est conforme aux principes des Amish et si les bénéfices apportés sont supérieurs aux désavantages. Ainsi, ils utilisent certaines technologies et d'une façon qui les aide réellement et en même temps respectent leurs convictions. La maxime minimalisme ancestrale disant que moins est plus semble être confortée par ces 3 principes. Cette philosophie est aux antipodes de la philosophie en cours du techno-maximalisme qui dit qu'en termes de technologie, le plus est le mieux. Cal Newport fait remarquer que tout ce qui est lié à cette nouvelle technologie dit s'inscrire dans la volonté humaniste d'offrir plus de liberté, rendant ainsi intolérable toute tentative d'éviter les nouveaux réseaux. Néanmoins, nous pourrions nous interroger sur cette pseudo-concordance, sachant que nous sommes en train de sous-traiter notre autonomie à un conglomérat de l'économie de l'attention. Ce que vous faites quand vous souscrivez sans y penser à chaque nouveauté en provenance d'un fleuron du capital risque de la Silicon Valley est l'opposé de la liberté et va probablement dégrader votre individualisme. L'auteur n'est pas favorable à un nettoyage progressif des outils digitaux. Il propose la mise en pratique d'un désencombrement digital. Il y a 3 phases. Pendant 30 jours, prendre une pause de toutes les technologies optionnelles de notre vie. Pendant cette période, explorer et redécouvrir des activités et des attitudes que nous considérons comme pleines de sens et gratifiantes. Réintroduire progressivement les technologies optionnelles une par une en déterminant pour chacune quelles valeurs elles encouragent et comment nous allons les utiliser à bon escient pour que cet objectif soit atteint. Reprenons l'étape 1. L'auteur explique ce qui rentre dans les technologies optionnelles, comme les jeux vidéo, Netflix et consorts, les applications, les sites, les blogs, les réseaux sociaux. Dans cette liste, il faut ensuite identifier celles dont on va se passer pendant 30 jours sans qu'elles nous causent un dommage critique. Il suggère d'écrire des règles d'utilisation de ces outils et de les garder à proximité pour pouvoir les consulter régulièrement. Étape 2. Pendant les 30 jours, il faut s'attendre à quelques difficultés durant les 2 premières semaines car il faut se défaire de nos anciennes habitudes mais cela finit par passer. Cette phase va aussi servir à redécouvrir des activités que nous avions laissées de côté faute de temps comme lire, peindre ou un hobby oublié, mais aussi à nous reconnecter avec notre entourage, voir nos enfants grandir, apprécier les moments de jeu avec eux sans être en permanence connectés à notre écran de téléphone ou de télévision. Ainsi, à la fin de ces 30 jours, nous savons très exactement quelles sont les activités analogues qui nous font réellement plaisir et qui mettent en action nos valeurs. Étape 3, la réintroduction de la technologie, qui doit suivre 3 points. Servir quelque chose que vous valorisez profondément et ne pas seulement apporter quelques bénéfices. Être le meilleur moyen de soutenir cette valeur, sinon il vous faudra trouver un meilleur moyen. Son utilisation doit être soumise à une procédure claire sur quand et comment vous allez utiliser cette technologie. Dans la seconde partie de son livre, Cal Newport nous propose des mises en pratique. Ainsi, il met en évidence les avantages de la solitude pour notre esprit. La solitude n'étant pas pour lui un isolement physique ou une retraite au milieu de nulle part, mais un état subjectif dans lequel votre esprit est libre des interactions avec d'autres esprits. Ainsi, on peut expérimenter cet état tout en étant dans une rame de métro bondée. Il s'agit d'être seul avec ses propres pensées. Cependant, les nouvelles technologies, et notamment l'iPod puis l'iPhone, permettent d'être 100% de notre temps à la merci de l'esprit des autres et plus jamais en seule compagnie de nos pensées. Cal Newport en tire une tendance, la carence de solitude, l'état dans lequel vous passez pratiquement aucun temps seul avec vos propres pensées, libres des inputs d'autres esprits. Cal Newport ne nous propose pas de nous exiler au milieu de nulle part pour trouver cette solitude. Il dit « Il n'y a rien de mauvais dans la connectivité.
Mais si vous ne l'équilibrez pas avec des doses régulières de solitude, les bienfaits de la connectivité diminueront. Il propose quelques astuces pour prendre l'habitude de se déconnecter, comme de mettre son smartphone de côté. On peut par exemple sortir et laisser son téléphone dans la boîte à gants de la voiture. En cas d'urgence, on peut le retrouver dans la voiture. Laisser son téléphone en silencieux au fond de son sac à main par exemple. Et chacun peut créer ses petites astuces. La seconde proposition de Cal Newport, c'est de faire de grandes marches. L'auteur explique qu'il passe lui-même de nombreuses heures à marcher pour réfléchir, soit à des problèmes de mathématiques, puisqu'il est professeur de sciences et de mathématiques, ou à des sujets de sa vie personnelle ou professionnelle. Bien évidemment, il conseille de faire ces marches sans téléphone, ou bien, si on fait vraiment de très longues marches, de mettre son téléphone au fond de son sac à dos. Enfin, il suggère de s'écrire des lettres à soi-même. Il explique qu'il utilise de très nombreux carnets Moleskine depuis plus de 10 ans, où il enregistre ses pensées, ses idées, ses réflexions, ses doutes et les solutions. Il explique qu'écrire est un moyen magnifique de trouver de la solitude. Il nous explique aussi que notre cerveau nous permet de nous connecter et de communiquer avec autrui. Notre cerveau nous permet d'avoir des interactions sociales et d'anticiper ou de comprendre ce qui se passe chez notre interlocuteur et sa psychologie du moment. Comme le dit Aristote, l'homme est par nature un animal social. L'auteur nous propose de nous recentrer sur les conversations et pas seulement sur les connexions. Pour lui et pour d'autres chercheurs dont il mentionne les recherches, les connexions sont des interactions que nous avons avec un SMS, un tweet par exemple. Cependant, une conversation demande de la présence, des compétences comme pouvoir décrypter le langage physique de notre interlocuteur. D'après ces recherches, ces compétences se perdent dans les nouvelles générations au point que certains nouveaux employés se réfugient derrière des conversations entièrement basées sur des échanges de messages écrits, tellement ils sont effrayés à l'idée de converser en face à face, incapables de témoigner la moindre empathie à l'autre. Il nous encourage à reprendre le temps de la conversation et de ne considérer les outils de message que pour des échanges rapides, pour récupérer une information, mais en aucun cas comme support à de réelles conversations. D'après l'auteur, en reprenant l'habitude de réellement discuter en face à face, même via Skype ou FaceTime, on retrouve la joie que confèrent les relations humaines réelles et on se demande rapidement ce qui pouvait bien nous pousser à délaisser notre entourage pour aller poster un commentaire ou une photo sur Instagram. Il fustige aussi le like, qui est pour lui littéralement le type de conversation non banale le moins informatif, donnant une quantité négligeable d'informations sur l'état d'esprit de l'envoyeur au receveur. Il dit aussi « Remplacer le riche flux d'informations dans une conversation par si peu est une insulte à notre équipement de traitement social. La meilleure similitude est de mettre une Ferrari derrière une mule. » Pour lui, ces interactions faciles et rapides apprennent à notre esprit que ce type de connexion est une alternative efficace aux conversations, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Se retirer de ce petit jeu va inévitablement restreindre notre cercle de connexion et notamment supprimer toutes les connexions que nous n'avons que via les réseaux sociaux. Demandons-nous alors si, une fois que toutes ces connexions virtuelles auront disparu de notre environnement, cela sera une grande perte pour nous. N'oublions pas que ce type de relation n'existe que depuis une dizaine d'années et qu'avant nous vivions très bien sans. Et cela nous permettra de trouver le temps de nous recentrer sur les relations qui ont une réelle valeur pour nous. Autre suggestion à tester, mettre le téléphone par défaut en mode ne pas déranger avec quelques paramètres pour permettre à une liste restreinte de numéros de faire sonner le téléphone. En ne vous autorisant à consulter et répondre à vos messages que sur certains créneaux horaires, vous allez filtrer les messages non nécessaires et aussi forcer votre entourage à être plus intentionnel dans leur communication et à rechercher du temps de conversation avec vous. Dernière stratégie, mettre en place des heures précises pour être joint. Il suggère aussi de fixer des heures chaque jour ou certains jours de la semaine où les personnes qui veulent discuter avec vous au téléphone peuvent vous joindre, comme par exemple lorsque vous êtes dans votre voiture pour aller travailler. Cal Newport nous propose de nous adonner à des loisirs de haute qualité. Il considère que le temps passé sur les réseaux sociaux notamment est un loisir de mauvaise qualité et que si nous voulons avoir du succès dans notre voyage vers le minimalisme digital, nous devons trouver des activités de remplacement, mais des activités de très bonne qualité. Une vie bien vécue requiert des activités qui servent aucun autre but que la satisfaction que l'activité elle-même génère, dit-il. 3 principes doivent être considérés pour ces activités. Le premier est de trouver une activité qui demande des efforts, de la réflexion ou de l'énergie et non pas quelque chose de passif comme l'est le websurfing.
Le deuxième principe est de faire une activité manuelle, voire artisanale, pour se confronter à la réalité, éprouver de la joie de la réalisation et en même temps faire travailler ce neurone pour parvenir à créer ou à reproduire quelque chose. Le troisième principe est une activité qui demande des interactions sociales, comme du sport en groupe, structurées dans le monde réel. Une propriété commune aux activités de haute qualité, c'est qu'elles sont le support d'interactions sociales riches, dit-il. L'auteur rapporte que nombre de ces activités peuvent aujourd'hui être permises grâce aux nouvelles technologies, et il répète qu'il ne prêche pas pour un monde sans technologie. Non, il précise « Je souhaite que vous remplaciez cela, c'est-à-dire les écrans comme loisir principal, par un état où votre temps de détente est rempli avec de meilleures poursuites dont la plupart existent en premier lieu dans le monde réel. Dans ce nouvel état, la technologie digitale est toujours présente, mais elle est reléguée à un rôle de support, vous aider à maintenir ou organiser vos activités de loisirs, mais en n'étant plus votre source principale de loisirs. » Une des pratiques proposées, et qu'il avait déjà évoquée dans Deep Work, c'est de planifier le temps à passer sur les distractions de faible qualité, comme le temps sur les réseaux sociaux. Autre stratégie, s'inscrire dans une association, un groupe de discussion, un club de lecture, n'importe quel groupe structuré qui nous attire et nous permet d'avoir des interactions réelles avec d'autres humains, tout en satisfaisant notre curiosité ou envie d'apprendre de nouvelles choses ou de faire de nouvelles expériences. Il nous enjoint de rejoindre la résistance contre l'industrie de l'attention. Il la définit ainsi. L'économie de l'attention décrit le secteur qui fait de l'argent en collectant l'attention des consommateurs, l'emballe et la vend à des publicitaires. Comme dirait mon ami Matt, si c'est gratuit, c'est toi le produit. L'idée n'est pas nouvelle. Elle est née aux États-Unis au début du 19e siècle quand un businessman a eu l'idée de créer un journal à un penny avec beaucoup de petites histoires pour captiver l'attention des lecteurs et ainsi vendre cette attention aux publicitaires. Les lecteurs sont alors devenus les produits et les publicitaires les clients du journal. C'est cette idée qui fait aujourd'hui la quasi-totalité de la presse écrite, audio et visuelle. Cette politique s'est bien évidemment appliquée depuis à Internet. Aidés par l'apparition des smartphones, les GAFA ont dû déployer des trésors d'ingéniosité et avoir recours à toutes les ficelles du neuromarketing pour nous attirer à utiliser de plus en plus nos petits appareils pour finalement arriver à cette situation où nous sommes connectés en permanence. Aussi, Cal Newport nous invite à un usage ultra raisonné de ces outils pour en tirer uniquement ce que nous venons y chercher, quelques petites minutes par semaine, et surtout éviter de tomber dans le piège d'y passer des heures pour rien et de perdre notre temps en activités inutiles ou de basse qualité. La première stratégie pour diminuer notre temps sur les applications mangeuses de temps est de les supprimer de notre smartphone. La seconde idée est d'utiliser des applications qui bloquent par défaut l'accès à certaines applications ou certains sites pour regagner en productivité. La troisième idée est de tirer des réseaux sociaux que des choses intéressantes ciblées en un minimum de temps. La quatrième idée est de suivre le mouvement slow media. Dans la même veine que le slow food qui prône les valeurs du local fait maison, le slow media propose de se concentrer sur des sources d'informations fiables et proposant des contenus de haute qualité et reconnus à l'opposé des break news ou articles putaclic. Il dit « Déclarer la liberté de votre smartphone est probablement l'étape la plus importante pour rejoindre la résistance de l'attention ». La cinquième idée est d'utiliser un modèle de téléphone simple, qui n'est qu'un téléphone la plupart du temps, et de n'utiliser le smartphone que lorsque c'est réellement nécessaire en déplacement ou en voyage. En conclusion, que nous dit Cal Newport ? Les avancées technologiques vont tellement vite qu'elles nous propulsent dans la nouveauté et les nouvelles habitudes avant même que quelqu'un n'ait eu la présence d'esprit de se demander quel est le but. Dans notre cas, il y a des conséquences inattendues qui dégradent notre humanité. Cal Newport nous dit en conclusion: les minimalistes digitaux considèrent la technologie comme des outils à utiliser pour promouvoir les choses qu'ils valorisent et pas comme une source de valeur en elle-même. Ils s'intéressent à utiliser cette technologie de façon très sélective et intentionnelle et amènent de gros gains. En tant qu'informaticien, je suis emballé par les possibilités du techno-futur, mais je suis aussi convaincu que nous ne pouvons pas débloquer ce potentiel si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour prendre le contrôle de nos propres vies digitales, pour décider en toute confiance pour nous-mêmes quels outils nous voulons utiliser, pour quelles raisons et sous quelles conditions.
J'espère que cet article sur le nouveau livre de Cal Newport vous a beaucoup plu. Comme je vous l'ai dit en introduction, les tipeurs ont accès à une version étendue de ce résumé, audio et écrite, donc chaque nouveau tipeur pourra bien évidemment y avoir accès immédiatement. N'hésitez pas à partager l'article via le blog ou via aussi la page Facebook ou via Twitter pour permettre à d'autres personnes qui ont aussi besoin d'avoir connaissance de l'existence de ce mouvement du minimalisme digital d'y avoir accès, de le prendre en référence peut-être pour modifier leur comportement. Dans l'article pour les tipeurs, j'ai ajouté aussi tout un paragraphe sur ce que je pensais de ce livre et par rapport aussi à ma propre consommation de ces médias sociaux. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, bye bye.